Je m'appelle Guillaume Boucher, je suis coach fitness depuis plus de 15 ans. J'ai personnellement accompagné plus de 1000 clients dans leur transformation physique et j'ai bâti GB Performance de zéro. Aujourd'hui, GB est une équipe de 15 personnes qui a accompagné plus de 2000 personnes dans leur transformation physique et on a amené plusieurs centaines de clients dans des conditions physiques dignes de cover de magazine fitness. Donc, dans cette vidéo, je réponds à vos questions sur comment bâtir une condition physique d'exception. Et pour chaque question, je vais essayer de te donner des réponses pratiques et aussi concrètes que possible pour que tu puisses les appliquer dès maintenant. Enjoy! Première question vient de Sébastien. Donc, depuis combien de temps tu t'entraînes sérieusement? Je m'entraîne depuis 25 ans. Son objectif à Sébastien, sur 12 mois, c'est de prendre de la masse musculaire tout en découpant. Objectif qui est quand même assez vague. C'est quoi ton obstacle principal? Mon obstacle principal est la gestion de la nourriture et de la récupération en fonction de mes entraînements. C'est quoi ta question? En m'entraînant 6 jours par semaine et en alternant les journées plus intenses, donc musculation et cardio, et des journées plus ciblées, musculation seule ou repos, est-ce que je dois adopter ma prise de glucides, protéines, lipides en fonction des jours ou y aller de façon équivalente tous les jours selon mon objectif? Sébastien, j'ai vu cette situation-là des milliers de fois. Puis le problème ici, c'est que tu essaies de fixer le mauvais problème. Donc avant de répondre spécifiquement à ta question, je veux te présenter le modèle Aragon-Helm sur la vitesse de progression de gain de masse musculaire, qu'est-ce qui est possible au niveau du gain de masse musculaire. Parce que là, je remarque que tu t'entraînes depuis 25 ans et que ton objectif dans 12 mois, c'est de prendre de la masse musculaire tout en découpant, ce qui est extrêmement difficile à faire. Donc, si on regarde, par exemple, ce modèle-ci qui est quand même assez général, pour une personne débutante qui s'entraîne depuis moins de 1 an, on pourrait s'attendre à gagner l'équivalent de 1 à 1,5 % de son poids de corps en masse musculaire à chaque mois. Ça, c'est pour quelqu'un de débutant. Après ça, quelqu'un d'intermédiaire qui s'entraîne depuis 1 à 3 ans, on pourrait s'attendre à une demi-livre, on pourrait s'attendre à 0,5 % à 1 % de son poids de corps par mois en gain de masse musculaire. Puis pour quelqu'un d'avancé depuis plus de 3 ans, qui s'entraîne sérieusement depuis plus de 3 ans, on pourrait s'attendre à moins de 0,5 % de sa masse corporelle au niveau du gain. Et plus ça fait longtemps, plus le gain va être petit. Donc, ça fait 25 ans que tu t'entraînes. Donc, il faut que tu t'attendes à ce que tes gains soient extrêmement lents. Puis, les chiffres que j'ai partagés là, on s'entend que c'est une moyenne qui suit ce qu'on appelle une courbe parabolique. Donc, on a d'un côté les hard gainers, ceux qui ont de la difficulté à prendre la masse musculaire, et de l'autre côté, les freaks, ceux qui prennent une quantité de masse musculaire à une vitesse fulgurante. Puis, on a le milieu. Donc, les chiffres ici, c'est pour les gens qui sont plus au centre de la parabole. Donc, la majorité des gens pourraient s'attendre à ça. Il y en a que ça va être beaucoup plus, il y en a que ça va être beaucoup moins. Okay? Puis, un autre point à considérer, c'est aussi le tissu adipeux. Donc, c'est sûr que ça serait pour une personne qui n'est pas en surpoids. Si une personne est en surpoids, ces chiffres-là, il faut s'attendre à être beaucoup plus bas au niveau des chiffres parce que la quantité de gras que tu as n'a pas d'incidence sur la vitesse à laquelle tu peux prendre la masse musculaire. Donc, avec tout ça en tête, attends-toi pas à prendre la masse musculaire puis perdre du gras en même temps. Parce que les seules personnes qui pourraient s'attendre à prendre la masse et découper en même temps, c'est les personnes qui sont débutantes dans les premiers mois d'entraînement parce qu'il va y avoir une sorte de favoritisme au niveau de la distribution des nutriments pour développer davantage de masse musculaire. Donc, les gens pourraient gagner de la masse musculaire même s'ils perdent du gras en même temps, mais c'est très rare. Après ça, ce serait des gens qui vont utiliser des stéroïdes anabolisants. Donc, c'est les deux familles de personnes qui pourraient potentiellement gagner une quantité de masse musculaire significative et perdre du gras en même temps. Il y a aussi ceux qui reviennent d'une pause d'entraînement. Donc, par exemple, une personne qui a gagné toute cette masse musculaire-là, puis qui l'a reperdu, qui a pris une pause, puis qui reprend l'entraînement, cette personne-là pourrait s'attendre à avoir une recomposition corporelle super rapide. Donc, ça, c'est les seules situations où est-ce qu'on peut s'attendre à avoir cette attente-là de prendre la masse tout en découpant. OK? Donc, la chose que tu dois fixer en premier, c'est pas la question que tu m'as posée, c'est il faut que tu mettes un meilleur plan de match en place pour pouvoir atteindre des objectifs qui vont te satisfaire. OK?
Donc, tu devrais soit mettre ton emphase sur une prise de masse musculaire ou sur une cote, OK? Pas les deux en même temps. Là, je sais pas c'est quoi ton pourcentage de gras actuel, c'est quoi ta condition actuelle, mais il faut que tu choisisses un ou l'autre. Si ça fait 25 ans que tu t'entraînes, tu ne peux pas choisir vouloir faire les deux en même temps parce que tu vas être continuellement insatisfait de ta progression, puis tu vas tourner en rond. Puis là, ce que j'ai l'impression de voir ici, c'est d'essayer de fixer le mauvais problème, c'est-à-dire de vouloir faire du calorie cycling ou bien d'attribuer différents pourcentages de macros selon la journée d'entraînement, alors que ça me semble très flou au niveau de l'objectif. Donc, si je vais avec ta question spécifiquement, excluant tout ce que je viens de parler, je te dirais que ce n'est pas nécessaire. Oui, ça peut être un outil intéressant que de manger plus des journées qui sont très demandantes, puis moins les journées où est-ce que tu vas moins t'entraîner. Généralement, ça va être réservé à des athlètes très avancés qui vont faire ça parce que ils vont voir une différence au niveau des performances. Donc, si tu as déjà testé de manger plus de glucides dans tes journées d'entraînement puis moins dans tes journées de repos et que tu es capable de dire « Hey, oui, je vois une différence au niveau de mes performances. » Parfait, fais-le, oui. Mais la majorité des gens n'ont pas besoin de faire ça. On va vraiment parler de l'élite au niveau du développement physique, au niveau du développement sportif. Donc, on va vraiment parler de l'élite qui a besoin de faire ça. Donc, je ne sais pas si tu es là. Selon ton objectif, je ne crois pas, parce que normalement, l'élite aurait un plan de match beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé que prendre la masse et découper sur 12 mois. Donc, je ne pense pas que cette approche-là extrêmement avancée s'adresse à toi. Je pense que tu devrais plus être focusé sur un seul objectif, puis après ça, être focusé sur ton tracking sans forcément te compliquer la vie avec ajuster les macronutriments spécifiquement selon tes journées d'entraînement. Donc, j'espère que ça répond bien. Sandra, 43 ans, ergothérapeute. Entre l'âge de 18 et 28 ans, je m'entraînais sérieusement. Ensuite, j'ai eu des enfants et je m'entraînais on and off, mais toujours active. Depuis 1 an, je m'entraîne très sérieusement, 4 à 5 fois par semaine en musculation et je fais au moins 80 000 pas par jour. Je fais le suivi de mes macronutriments également. Mon objectif dans 12 mois, c'est d'avoir plus de définition. Définition plus. Donc la perte de gras. Et augmenter mon métabolisme. Ça, c'est super intéressant, puis on va en parler tout de suite après. C'est quoi ton obstacle principal? L'alimentation. Actuellement, je sais que je dois être en restriction alimentaire, mais je déteste avoir faim. Donc, c'est difficile de m'en tenir à 1200 calories par jour. L'été passé et à l'automne 2025, c'était pas un enjeu. Ça, c'est vraiment plus intéressant. Quelle est ma question? Ma question est comment puis-je faire en sorte de mieux tolérer la faim en déficit calorique? Pour info, je pèse 106 livres. L'an passé, je pesais 101 livres. J'ai pris de la masse, mais du gras aussi. Okay. Donc, la première chose que j'ai à dire ici, c'est qu'on a 2 objectifs qui sont contradictoires. Parce que tu me dis que tu veux plus de définition et que tu veux augmenter ton métabolisme. L'affaire, c'est que si tu as le premier résultat qui est d'augmenter ta définition, donc de perdre du gras, automatiquement, ton métabolisme, il diminue. Okay? Tu perds de la masse. Chaque tissu dans ton corps a une certaine charge métabolique, donc une dépense d'énergie. Même le gras, okay? Le gras, c'est pas inactif dans le corps. Ça dépense de l'énergie pour être là. Oui, le muscle en dépense significativement plus, mais le gras aussi. Et quand tu perds du gras, tu perds aussi de la masse maigre. Pas toujours de la masse musculaire, mais de la masse maigre, parce qu'il y a d'autres tissus maigres qui ne sont pas du muscle. Puis, ces tissus-là, ils ont une charge métabolique, puis ça fait en sorte que si tu perds du poids, ton métabolisme il diminue. Donc, c'est impossible d'avoir tes 2 objectifs simultanément. Okay? Tu pourrais focusser sur augmenter ton métabolisme qui, par la suite, va faciliter ta perte de gras, l'atteinte d'une définition musculaire, mais tu peux pas perdre du poids et augmenter ton métabolisme en même temps. Donc, pour ta question à propos de la faim, il y a une règle que je veux te partager qui est super importante, c'est que si tu as un objectif de perte de gras, si tu as plus de fatigue que de faim, tu peux utiliser la restriction calorique, plus de restriction calorique pour continuer à perdre du gras et j'éviterais d'ajouter plus d'entraînement. Donc, si la fatigue est le facteur limitant, commence pas à ajouter du volume d'entraînement ou du cardio. Vas-y plus avec couper dans tes calories si tu as besoin
de couper si tu as besoin de faire quelque chose, une action pour induire plus de pertes. Si au contraire, ton énergie ça va, mais tu as beaucoup faim, mais que tu as besoin de faire une action pour continuer à perdre du gras, là, j'irais plus avec augmenter l'activité physique sans couper au niveau de la nourriture. Parce que le volume de nourriture que tu manges au niveau de ton estomac, la pression que le volume va mettre sur l'estomac va aider les signaux de satiété qui va faire en sorte que tu as moins faim. Donc, je verrais, au lieu de penser à couper davantage les calories comme tu as parlé, est-ce que tu serais capable peut-être de bouger plus? Fait que tu fais déjà 80 000 pas par jour, par semaine, 8 000 pas par jour, pardon. Donc, tu serais capable de monter ça à 10 ou 12 000. Peut-être que tu pourrais ajouter du cardio à un certain point si tu veux être cut comme quelqu'un qui monte sur un stage. Dans des compétitions de fitness, il va falloir que tu fasses beaucoup de cardio. Donc, fais-tu du cardio actuellement? Peut-être qu'il va falloir faire ça. Donc, dans ton cas, j'irais plus avec des manipulations au niveau de l'entraînement, puis moins au niveau de l'alimentation. Peut-être qu'au niveau de l'alimentation, par contre, tu pourrais favoriser plus des aliments denses qui prennent plus d'espace dans ton estomac, puis qui va t'aider au niveau de ta satiété. Mais il y a une affaire importante que je veux dire, c'est que quand tu perds du gras, tes cellules adipeuses sont moins remplies. Vois ça comme des petits sacs, il y a du gras dedans. Et ils diminuent en termes de volume. Puis ça a un effet direct sur la production de leptine, une hormone qui va t'aider à ressentir la satiété, okay? À ne plus avoir faim. Donc, quand tu perds du gras, c'est normal d'avoir plus faim. Tu ne peux pas avoir faim, okay? C'est normal d'avoir cette faim-là. Puis même qu'à un certain point, parce que tu as dit, je veux une définition plus. Là, je ne sais pas c'est quoi exactement que tu as en tête comme définition plus. Mais si c'est par exemple comme une fille qui fait des compétitions de fitness, qui monte sur un stage, il y a presque plus rien dans leur cellule adipeuse. Donc, la faim est constante, même que souvent, ça se peut qu'elles ne ressentent même pas la satiété. Ce qui veut dire que ces filles-là, puis les gars aussi là, qui ont cette condition-là, seraient capables de manger sans arrêt. Puis ce qui les arrêterait de manger, ce serait pas le signal de satiété. Ce serait le fait que physiquement, il n'y a plus rien qui rentre dans l'estomac, puis ça commence à s'accumuler dans l'œsophage. Donc, c'est littéralement ça. Puis c'est souvent là que des troubles alimentaires peuvent commencer à prendre place, parce que là, il y a des comportements face à l'alimentation qui deviennent anormaux. Là, il commence à y avoir de la culpabilité qui s'installe face à ces comportements-là. Mais ces comportements-là, ils sont en fait physiologiquement normaux. C'est normal de manger à ne plus être physiquement capable de manger si tu es en état de famine. Si tu cherches un peu, tu peux même trouver des vidéos de lions, par exemple, qui attrapent une proie puis qui la mangent en entier parce que ça fait longtemps qu'ils ont mangé puis qu'après ça, sont couchés à terre en train de gémir pendant des heures de temps parce qu'ils sont incapables de faire rien d'autre que digérer. Donc, c'est pas quelque chose d'anormal, mais l'action qu'on va avoir face à ça, on la considère comme anormale, on rajoute de la culpabilité là-dessus, puis là viennent des comportements problématiques. Fait que je fais juste mettre en lumière que faut que tu t'attendes à avoir faim, ok? Puis il faut que tu ailles des stratégies après ça pour la gérer et pouvoir revenir à une vie plus normale sans développer des problèmes. Donc, j'aimerais ça te donner un avertissement. Si ton objectif, c'est d'être cut comme des filles que tu vois dans des compétitions de fitness à l'année, faut tout de suite que tu changes ton objectif. Parce que tu vas développer des problèmes, tu vas probablement développer des problèmes alimentaires, mais tu risques aussi de développer des problèmes physiologiques, problèmes hormonaux, parce que tu vas essayer de forcer ton corps à vivre dans un état qui est pas supposé vivre. Okay? Donc, je ne sais pas si c'est ça ton objectif, mais s'il te plaît, change d'objectif si c'est ça, parce que à long terme, ça va être mauvais pour ta santé. Donc, j'espère que ça a bien répondu. Question de Étienne, 42 ans, naturopathe. Depuis combien de temps tu t'entraînes sérieusement? Depuis longtemps. C'est quoi ton objectif? 12 mois, gagner 10 livres de plus en masse musculaire. Donc là, j'aurais aimé ça savoir longtemps, c'est-tu 5 ans ou c'est 25 ans? Mais bref, fait que si tu as 42 ans, je vais assumer que ça fait 20 ans que tu t'entraînes. C'est quoi ton obstacle principal? La santé et entretenir mon physique. Ton obstacle, c'est la santé et entretenir ton physique.
OK, ça c'est intéressant. Donc, la question, malgré une constance à l'entraînement, mes connaissances dans la matière, une augmentation graduelle de l'intensité à l'entraînement, un focus sur la récupération avec un bon sommeil et une alimentation axée sur les protéines et les aliments naturels et complets, je n'arrive pas à prendre de masse musculaire. Que faire? OK. Première chose que je veux faire, on va revenir à la charte du modèle Aragon-Helm qui est, tes attentes sont peut-être irréalistes actuellement. Donc, disons que ça fait 20 ans que tu t'entraînes. De t'attendre à gagner 10 livres de masse en 12 mois, c'est irréaliste. À moins que ça te dérange pas que peut-être 8 à 9 livres de ces 10 livres-là soient purement du gras. OK? Mais ton objectif est probablement irréaliste. Si tu es naturopathe, j'assume que probablement que tu n'utilises pas de produits dopants. Donc, de gagner peut-être 1 livre de masse maigre par année, ça serait plus réaliste. OK? Donc, c'est un petit rappel de c'est quoi la vitesse possible. Maintenant, si tu me dis que tu ne gagnes absolument aucune masse musculaire, même pas 1 livre par année, parce que, écoute, tu vas passer des DEXA-scans à chaque année, puis tu fais un comparatif, puis tu as vraiment une preuve irréfutable que tu ne gagnes pas plus de masse musculaire, malgré le fait que tu as une augmentation de ton intensité à l'entraînement. Je vais te donner quelques hypothèses de pourquoi peut-être que tu as de la difficulté à gagner plus de masse musculaire. Première chose que je dirais, c'est le fait que tu es naturopathe, que tu comprends l'importance des aliments complets, aliments de qualité pour la santé, et que tu l'as dit, que tu favorises des aliments naturels et complets. C'est peut-être là ton problème. Parce que pour prendre la masse musculaire de manière optimale, il faut avoir un certain surplus calorique. Okay? Donc, si tu as un surplus calorique, normalement, tu prendrais du poids, no matter what. Ton poids augmenterait. Donc là, j'assume que ton poids n'augmente juste pas non plus. Des fois, ça peut être difficile d'avoir un surplus calorique, surtout si on est en bonne santé et que nos signaux d'appétit sont normaux, en fait. Okay? Parce que c'est complètement normal de ne plus avoir faim et d'arrêter de manger au moment où est-ce qu'on a mangé suffisamment de manière à ce qu'on ne prenne pas de poids. C'est juste normal. Mais si tu veux optimiser ton gain de masse musculaire, il faut que tu manges un petit peu plus que ça. Là, quand on mange majoritairement des aliments complets, c'est plus difficile d'être en surplus calorique. Il faut que tu te forces davantage. Il faut que tu mettes plus d'efforts à manger de manière contre-intuitive. Puis c'est peut-être là le problème. C'est peut-être que vu que tu focuses à manger très complet, puis que tu évites les aliments un peu plus transformés, tu as de la difficulté. Donc, tu sais, quand on parle, mettons, de bodybuilding, de gain de masse musculaire, c'est pas rare qu'il va y avoir des aliments beaucoup plus transformés, tu sais, comme par exemple de la crème de riz. C'est probablement pas la meilleure forme de glucides si tu compares ça, par exemple, à des patates douces. Mais c'est beaucoup plus facile de manger 100 grammes de glucides en un repas si c'est sous la forme de crème de riz que si c'est sous la forme de patates douces. Des gens qui sont là, vraiment des hard gainers, qui ont vraiment de la misère à prendre du poids puis qu'ils ont tendance à avoir un appétit qui coupe très facilement, mais c'est pas rare qu'ils vont introduire des fruits séchés au lieu de des fruits, davantage de shakes, des fois même utiliser du miel, du sirop d'érable, rajouter dans des repas juste pour augmenter les calories. Donc, tu sais, ma première hypothèse, ce serait probablement que vu que tu manges santé, c'est plus difficile. Okay? Puis garde une affaire en tête, être le plus gros possible, c'est pas l'affaire la plus santé. Okay? Il y a des affaires beaucoup moins santé que ça, là, comme boire de l'alcool à toutes les semaines, puis manger du junk food. Mais tu sais, rajouter 20 livres de masse musculaire à ton frame, c'est peut-être pas la chose la plus santé que tu peux faire. Okay? Donc, juste garder ça en tête, c'est possible que pour atteindre ton objectif, tu aies besoin de faire des choses qui sont un petit peu moins santé, comme manger un peu plus transformé. Donc, j'espère, Étienne, que ça répond bien à ta question de Dominique. Depuis combien de temps tu t'entraînes sérieusement? Je m'entraîne sérieusement depuis novembre 2025, donc ça fait pas longtemps. Objectif 12 mois. Mon objectif dans 12 mois est de réduire mon pourcentage de gras de 8% et mon poids de 20 livres. Donc, j'assume que tu as encore un petit surplus de gras. Obstacle. Mon obstacle principal est que je suis sur un plateau depuis 4 mois. Et tu t'entraînes sérieusement depuis novembre 2025. Donc, ça n'a pas progressé longtemps, là, de ce que je comprends. Donc, ma question est comment sortir de mon plateau?
considérant que j'ai déjà perdu 30 livres. Fait que tu as perdu 30 livres, tu t'entraînes depuis novembre 2025, ce qui est quoi, 9 mois. Donc, tu aurais perdu 30 livres en 5 mois, si je comprends bien. Donc, j'ai déjà perdu, à moins que tu aies perdu du poids sans t'entraîner. Ça, c'est pas spécifié. J'ai déjà perdu 30 livres, je suis une femme de 4 pieds 10, poids de 130 livres, donc métabolisme de base à 1326 calories par jour. Je n'ai pas confirmé ce chiffre-là en passant. Comment faire autre que manger 1000 calories par jour pour briser le plateau? Je m'entraîne 4 fois semaine en musculation, je fais 85 000 pas par semaine et 30 minutes de cardio 2 fois par semaine. OK. La raison principale pourquoi les gens échouent en perte de gras, c'est qu'ils sont pressés. Donc, je veux te présenter un concept important qui s'appelle, en anglais, dans la littérature scientifique, en fait, ils appellent ça Intermittent Energy Restriction. Donc, on va appeler ça restriction énergétique intermittente. Puis, c'est quelque chose qui pourrait être important de considérer. Parce que, tu sais, perdre 30 livres en 9 mois, c'est quand même intéressant. OK? Puis toi, de ce que je comprends, tu as perdu 30 livres en 5 mois. Donc, tu es passé de 160 à 130 livres. Ça, c'est genre 20% tu as perdu 20% de ta masse totale en 5 mois. C'est énorme. C'est super rapide. Puis là, tu dis que tu es en plateau depuis 4 mois, puis tu sais, il te resterait un 20 livres à perdre. Donc, je dirais, la presse, c'est un gros point. OK? Tu sais, je veux juste te dire, ce que tu as eu à date comme objectif, c'est super bon. N'assume pas que tu vis un échec. Tu vis pas un échec pantoute. OK? Mais je pense que tu es trop pressé, puis ça, c'est très fréquent. Puis, je veux t'expliquer quelque chose d'important. Je vais te présenter de quoi est constituée ta dépense énergétique quotidienne totale. OK? Fait que, on va mettre ça ici. Dépense énergétique quotidienne totale. Un terme mieux connu en anglais, c'est le TDEE. Total Daily Energy Expenditure. Donc, ici, on aurait la totalité de ta dépense, puis environ 70% de ce que tu dépenses comme énergie dans une journée, c'est ton métabolisme basal. Le terme en anglais plus connu, BMR, Basal Metabolic Rate. Donc, environ 70%, ça se trouve être ça. Après ça, tu vas avoir environ un 15% ici, qui est constitué de la thermogénèse non liée à l'exercice. Okay? Thermogénèse non liée à l'exercice. Le terme connu, c'est NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, environ 15% de ça. Après ça, tu as environ un 10% qui est l'effet thermique des aliments ou TEF, Thermic Effect of Food, qui est le terme plus connu. Environ 10% là. Donc, c'est l'énergie que ton corps va devoir produire ou perdre juste pour métaboliser ce que tu manges. Puis après ça, environ 5%, là, c'est ton exercice. Okay? Donc, ça, c'est ce qui constitue tout ce que tu dépenses en termes d'énergie. Et tu l'as dit, mon métabolisme basal de 1326 calories, j'ai pas envie de manger 1000 calories par jour. Mais pour perdre du gras, il faut que tout ce qui est dépensé ici soit plus élevé que ce que tu trouves à dépenser ce que tu trouves à manger dans une journée. Là, le fait d'avoir perdu 30 livres, ça a plusieurs impacts. Premièrement, ça diminue ton métabolisme basal. C'est juste normal. J'ai déjà expliqué. Chaque tissu que tu as dans ton corps a une charge métabolique, dépense d'énergie. Si tu perds du poids, c'est sûr que ton métabolisme basal il diminue. Après ça, c'est très fréquent, surtout quand tu perds du poids rapidement, en faisant beaucoup d'activités physiques et ou en restreignant beaucoup ton apport énergétique, d'avoir une diminution de la thermogénèse non liée à l'exercice. Ça veut dire que, sans t'en rendre compte, tu vas un peu moins bouger au quotidien. Tu vas moins marcher, tu vas favoriser être assis sur une chaise versus être debout. Tu vas marcher moins vite, parler moins vite, gesticuler moins vite. Dans ton sommeil, tu vas moins bouger. Toutes des petites choses qui font en sorte que ton système nerveux essaie de préserver de l'énergie. Tu t'en rends pas compte, puis tu peux difficilement contrôler ce point-là. Ok? Tu peux le contrôler un peu en, par exemple, comptant le nombre de pas que tu fais par jour, mais encore là, tout ce qui est autour de ça, tu ne peux pas le contrôler, puis il y a une diminution significative à ce niveau-là. Il va y avoir aussi une diminution
au niveau de l'effet thermique. Ton corps va moins pouvoir se permettre de dépenser d'énergie à métaboliser. Puis, tu peux voir aussi une diminution au niveau de tes performances ici. Okay? Donc, ça fait en sorte que ta dépense, elle baisse. Okay? Elle s'adapte. C'est un mécanisme de survie. Et même que de perdre du poids fait en sorte que les microbes dans ton intestin, ton microbiote, vont changer. Ça ne sera plus les mêmes familles, les mêmes proportions, de manière à être capable de tirer davantage d'énergie des mêmes aliments, ok? Parce que tu n'assimiles pas 100% de ce que tu manges. Donc, ça se pourrait que là, tu te trouves à assimiler plus de calories de la même nourriture. Le corps est super bien fait. Il est fait pour survivre, ok? Fait que d'un côté, tu vas avoir une diminution là, puis de l'autre côté, tu vas avoir une augmentation de la capacité de ton corps à extraire de l'énergie de la nourriture et surtout des signaux qui vont faire en sorte que tu vas plus facilement manger plus, ok? Donc, comment on fait pour atténuer ça? Ben, en fait, plusieurs personnes en ont parlé avant. Puis c'est qu'on peut faire de la restriction énergétique intermittente. Puis moi, ce que je te conseillerais dans ton cas, ce serait de faire des périodes. Donc, on pourrait, oui, par exemple, si tu veux perdre du poids, on pourrait, mettons que ton apport calorique normal, il est là, on pourrait induire un déficit calorique ici. Okay? Ce qui fait en sorte que ton poids se mettrait à baisser, mais là, ça se peut qu'il stagne. Fait que là, ce que tu peux faire, c'est induire un autre déficit calorique qui va partir la perte de poids et ainsi de suite. Sauf que ton métabolisme, lui, il va diminuer de cette manière-là. Il risque de diminuer assez rapidement à un certain point. Donc, ton métabolisme, il va suivre, ce qui rend la chose toujours plus difficile. Une manière qui peut être super efficace de faire les choses, c'est d'utiliser une restriction énergétique intermittente. Ce qui veut dire que, au lieu de faire ça de cette manière-là, tu pourrais induire un déficit, ton poids y baisse, ton métabolisme y suit, puis au lieu de diminuer les calories, on les remonte à ton apport de maintien pendant un certain temps. Là, puis on veut les remonter de manière à ce que ton poids il se stabilise, ok, au lieu que qu'il monte. Puis là, ça va faire que ton métabolisme peut-être qu'il va remonter un peu, ok. Puis là, on peut refaire une restriction énergétique qui va faire en sorte que ton poids va recommencer à descendre. Ton métabolisme aussi va recommencer à descendre, mais c'est qu'on le fait tout le temps remonter comme ça, ok. Puis dans le fond, la perte de poids, elle va se faire plus sous la forme de plateau. Donc, de faire une approche comme ça, surtout quand on a beaucoup de poids à perdre, c'est super productif sur le long terme parce que ça l'aide à préserver plus de masse musculaire, à mieux gérer l'appétit aussi. Des fois, ça fit mieux dans les contextes sociaux des gens parce qu'ils peuvent planifier, par exemple, de manger un apport de maintien durant une semaine de vacances, par exemple, où ce serait beaucoup plus challengeant que de faire ça, que d'avoir une restriction énergétique. Donc, c'est une méthode qu'on peut faire dans ta situation. Probablement que j'irais comme ça, mais garde en tête, ne pense pas que tu es en échec actuellement. Okay? Si tu as perdu 30 livres aussi rapidement, ben, félicitations. Puis, tu n'as pas à te sentir mal si ça bouge pas depuis 4 mois. Ton corps, il fait juste ce qu'il est supposé faire. Okay? Donc, peut-être que d'essayer de focusser à remonter un peu ton métabolisme, à gagner un peu de masse musculaire, puis après ça, rediminuer l'apport calorique pourrait être une manière de le faire. Encore là, il me manque un peu d'informations, mais voilà. J'espère que ça répond bien. 48 ans. Depuis combien de temps tu t'entraînes sérieusement? Je m'entraîne au karaté depuis 2001, donc 25 ans de karaté. Jiu-jitsu brésilien depuis 3 à 4 ans, depuis 3 ans, de 4 à 8 heures par semaine. Okay? Je lève des poids, ça fait environ 2 ans, dont 9 mois avec un entraîneur. C'est quoi ton objectif? 12 mois, prendre 10 livres de muscles et voir mes abdos. C'est quoi ton obstacle? Je veux pas perdre 20 livres non plus. Fait qu'il veut voir ses abdos, mais il veut pas perdre 20 livres. Mais il veut prendre 10 livres. C'est quoi ta question? J'ai calculé mon apport calorique de maintien à 2700 calories par jour, monté mes calories. J'ai monté mes calories à 3000, j'ai eu des records au niveau de mes performances. Cependant, malgré tout ce que je fais, je ne vois pas le gras autour du nombril partir. L'an passé, j'étais à 138 livres et je voyais plus mes abdos. J'ai l'impression que ça bouge plus. J'ai descendu mes calories à 2500 pendant 3 mois et ça a seulement apparu sur la récupération. Okay. Bon, fait que là, Pierre, il faut qu'on ait un vrai talk. Parce que là, tu me dis d'un côté que tu veux gagner 10 livres de masse musculaire, mais il faudrait que tu perdes 20 livres de gras pour voir tes abdos en 1 an. Parce que tu disais qu'à 138 livres, tu voyais tes abdos.
Tu fais de la muscu depuis 2 ans, donc tu as déjà eu tes gains du débutant. Okay? Tu sais, les gains rapides, là, normalement, tu les as déjà eus. Tu as 48 ans. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau du profil hormonal, ça ne favorise pas des gains faciles en masse musculaire. Et puis, tu fais déjà 4 à 8 heures de sport par jour. Donc, je vais t'annoncer plusieurs choses si tu ne le sais pas déjà. 4 à 8 heures de sport pour un adulte qui a des responsabilités, qui n'est pas un athlète temps plein, ça donne un méchant coup sur la récupération. Là. Ça te rentre dedans solide sur la récupération. Donc, il faut s'attendre à ce que ça interfère directement avec ton potentiel de gain de masse musculaire. Après ça, tu as 48 ans, tu n'en as pas 17. Fait que ton profil hormonal, là, au niveau de ton niveau de testostérone, c'est vraiment pas favorable. Testostérone, hormones de croissance, etc. Puis ta vitesse de récupération globale au niveau de tes tissus, ton système nerveux, c'est vraiment pas favorable à gagner rapidement de la masse musculaire. Tu as déjà eu tes gains, mais surtout, l'objectif que tu as actuellement, c'est prendre 10 livres de muscle en 12 mois et voir tes abdos. Je pense que les deux sont irréalistes en 1 an. Donc, de prendre 10 livres de muscle en 1 an, selon le profil que tu me donnes, je pense que juste ça, c'est irréaliste. Puis, juste voir tes abdos en 1 an, ben ça, ce serait probablement réaliste, mais juste le processus pour te rendre à voir tes abdos, puis après ça, de faire un reverse pour replacer ton métabolisme, probablement que ce serait un processus qui durerait 6 à 12 mois. OK? Donc, là, il faudrait que tu choisisses lequel tu veux le plus. Puis ça, là, les gars, là, le plus gros point d'auto-sabotage que je vois chez les gars, c'est ça. C'est que ils ont des objectifs, mais ils stickent sur un chiffre. Je veux pas baisser en bas de tel poids sa balance parce que je me sens moins mal si je pèse moins que 150 livres. Mais la réalité est que c'est ça qu'il va falloir qu'il arrive si tu veux atteindre tes objectifs. Et là, les gars, souvent, ils essayent d'ignorer ça. Ils essayent de pas voir cette réalité-là. Puis, ils vivent dans un monde où est-ce qu'ils espèrent que des choses irréalistes arrivent. Donc, par exemple, focusser sur un apport calorique, à pousser fort dans le gym, puis là, t'as tout le temps, voyons, comment ça, je vois pas mes abdos. Normal, tu vois pas tes abdos. Pour voir tes abdos, il va falloir que tu perdes du gras, il va falloir que tu te mettes en déficit calorique, il va falloir que tu perdes du poids. OK? T'auras pas le choix. Puis tu l'as déjà dit, à 138 livres, je voyais mes abdos. Fait que, ben, écoute, en 1 an, tu vas peut-être augmenter ta masse musculaire de 1 à 3 livres, là, tu sais, probablement. Fait que dire à 140 livres, je vais voir mes abdos, ce serait déjà un objectif plus réaliste que de dire je veux prendre 10 livres et voir mes abdos. Fait que ben, il n'y avait pas vraiment de questions, c'était plus des faits là, que tu m'as dit, il n'y avait pas de questions. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça bouge plus. Ben, dans le fond, tu as l'impression que ça bouge plus parce que tu essaies de faire 2 choses contradictoires en même temps. Okay? Tu essaies d'augmenter ton apport calorique, mais tu veux voir tes abdos comme faut que de manière structurée que tu aies un plan pour atteindre un ou l'autre. OK? Moi, ce que je me rends compte, c'est que par expérience, souvent les gens, c'est beaucoup plus rapide que de voir ses abdos. OK? C'est de faire une cote, par exemple, pour voir tes abdos, puis sans perdre de masse musculaire ou le moins possible. C'est le chemin le plus rapide à ce que la personne soit satisfaite parce qu'elle a atteint au moins un de ses objectifs. Okay? Fait que ça prend quelques mois, la personne a son objectif parfait, là, on va focuser sur ton autre objectif. Là, on sait c'est quoi ton poids quand tu es à, mettons, 6-8% de body fat ou tes abdos sont cut. Parfait. Là, on va travailler, faire la prise de masse, puis on peut refaire une cote à un moment donné, puis voir, es-tu capable de refaire cette cote-là, puis être plus pesant. C'est ça que nos clients font, qui restent plusieurs années avec nous, c'est qu'ils vont généralement faire plusieurs cotes comme ça. Ils font même souvent des photoshoots, puis ils voient une évolution d'une fois à l'autre. Mais ça fait que de faire avec cette approche-là, de dire « Hey, je vais arrêter de me bloquer avec un chiffre que je veux pas baisser en bas de ça », ben là, au moins, ils ont un premier succès qui est super motivant. C'est comme, aïe, j'étais tellement en shape, super cut, mais j'aimerais ça prochaine fois le faire avec plus de masse. Parfait. Fait qu'on va focuser à augmenter le poids puis refaire une cut. Mais là, c'est que tu n'atteins ni un ni l'autre. Parce que tu te laisses jamais te rendre à voir tes abdos, à être cut. Puis de l'autre côté, tu prends de la masse, mais tu le remarques sûrement pas parce que ton body fat n'est pas à un point que tu voudrais. Donc, j'espère que ce real talk-là t'as allumer des cloches peut-être là au niveau, tu sais, soit réviser tes objectifs ou ta stratégie. Mais dans les deux cas, il faut qu'un des deux change. Ok, il faut soit que tu aies des objectifs plus réalistes ou une stratégie qui. Je m'entraîne sérieusement depuis 1 an et j'ai fait un 5-6 ans dans le passé.
Mon objectif dans 12 mois, c'est de faire un photoshoot client. Yes! Fait que Jonathan, un de nos clients. Mon obstacle principal est l'auto-sabotage. Ça, c'est bon. Ma question est, comment vaincre l'auto-sabotage? Je suis venu très près d'atteindre mes objectifs l'année passée, mais je pense que le fait d'avoir échoué m'a mis dans un mode où je prenais de moins bonnes décisions au niveau de l'alimentation. As-tu des suggestions pour travailler là-dessus? Okay. Une phrase que j'aimerais ça, là, que tu te souviennes puis que tu te répètes souvent dans la vie, c'est « l'échec est impossible tant que tu n'abandonnes pas ». Puis du fait que ça fait 1 an que tu t'entraînes sérieusement puis que tu t'es déjà entraîné 5-6 ans dans le passé, ben on voit que tu n'es jamais embarqué all-in dans ce processus-là. Tu n'as jamais changé ton identité pour dire « moi, Jonathan, je suis une personne en shape ». Les gens, quand ils parlent de moi, ils parlent de Jonathan comme le gars qui est en shape et qui s'entraîne. Tu sais, moi, il y a aucune personne se pose la question. C'est comme c'est ça dans la vie. Tu sais, quand est-ce que tu vas aller t'entraîner cette semaine? Tu sais, le monde assume déjà. Tu sais, c'est ça mon identité. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, mais tu sais, qui n'osent jamais mettre les 2 pieds puis vraiment adopter cette identité-là. Fait que tu sais, je pense que la première chose à faire, ce serait de dire est-ce que tu es prêt à changer d'identité? Parce que beaucoup de gens veulent pas changer aux yeux des autres. Ça, c'est un gros point. OK? Comme, est-ce que tu es prêt à adopter cette identité-là? À dire, moi, Jonathan, le gars de gym. Si t'es pas prêt à faire ça, ça veut dire que t'es pas prêt à changer ton identité. Puis, il y a aucune suggestion qui va t'aider à vaincre l'auto-sabotage. Parce que tu essaies de mettre des actions en place qui sont pas alignées avec qui que t'es. C'est là que les gens vont s'auto-saboter. C'est que ce qu'ils font ne coordonne pas avec qui ils sont. Fait que je te dirais, hey, comment tu te vois, toi? Comment tu te décris? Comment les autres te décrivent? Est-ce que tu assumes 100% ça? Ou bien tu te sens mal à l'aise de parler du fait que tu fais attention à ce que tu manges, que tu t'entraînes, puis tout ça? Est-ce que tu parles de ça comme si c'était quelque chose de temporaire ou c'est qui que t'es? Fait que tu sais, comme, est-ce que tu es prêt à faire ce step-là? Changer ton identité. Fait qu'un coup que tu as répondu à cette question-là, ben là, garde en tête, l'échec, c'est impossible tant que tu n'abandonnes pas. Puis c'est ça qui arrive. C'est ça qui est arrivé dans le passé après les 5-6 ans que tu as dit. Puis là, tu me l'as dit, le fait d'avoir échoué, mais comment tu peux échouer une perte de gras? Parce que tu as pris la décision d'arrêter. C'est comme ça que tu as échoué. Fait que c'est pas le fait d'avoir échoué qui t'a amené à faire des mauvaises décisions. C'est que tu as décidé que là, tu étais en échec, que tu n'avais pas réussi. Mais il n'y a rien. Tu sais, peut-être que tu n'as pas réussi à la date que tu aurais aimé. C'est ça l'affaire, c'est que les gens vont avoir tendance à surévaluer la vitesse à laquelle ils peuvent atteindre des objectifs à court terme, mais sous-évaluer ce qu'ils peuvent atteindre à long terme, ce qui fait qu'ils n'adoptent jamais une vraie constance à long terme. Mais tu sais, tu peux pas échouer si tu n'abandonnes pas. Il n'y a aucune manière que ça peut arriver. Au pire, tu vas repousser de 3 mois ton objectif. Okay? Tu vas le repousser de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, peu importe. Mais tu n'as pas échoué. Okay? Tu n'as juste pas réussi à atteindre ça à la date prévue. Mais change la date puis tu n'as pas échoué. Okay? Parce que aussitôt que tu te dis « Ah, j'ai échoué », là, c'est heavy. Là, c'est heavy sur ton identité. Parce que là, c'est comme « Je suis quelqu'un qui est incapable. » Je peux pas accomplir des choses. Fait que, tu sais, dis jamais j'ai échoué. Dis, je suis pas arrivé à temps. OK? Cette année, là, je suis pas arrivé prêt à la date que je voulais, à mon photoshoot, dans les conditions que je voulais. J'ai repoussé ça de 2 semaines. Puis j'avais la meilleure condition, je pense, que j'avais jamais eu par le passé. Juste parce que j'ai repoussé ma date. OK? Tu sais, j'ai repoussé ça. Fait que j'aurais pu me sentir en échec. Tu sais, dire, bon, ben, j'arrête là. Puis j'étais en échec parce que j'étais pas en aussi bonne condition que l'année précédente. Au lieu de ça, j'ai juste repoussé, puis je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux apprendre? Fait que, après ça, c'est comment apprendre de nos obstacles, de notre parcours. Fait que là, regarde ce que tu as fait, au lieu de te dire, je suis en échec, plutôt regarde comment j'aurais pu faire pour avoir ce résultat-là à ce moment-là, sans sacrifier, etc. Puis ça, c'est une manière, j'aime beaucoup Anthony Robbins, comment qui dit de se poser des meilleures questions. Parce que là, quand tu as assumé que tu étais en échec, c'est quoi les questions que tu te posais, consciemment ou inconsciemment? Si tu te demandais des choses comme « Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai pas réussi? » Ben, ça se peut très bien que ton subconscient te trouve des raisons comme « T'es pas capable d'être constant, t'es pas discipliné, t'es incapable d'atteindre ça, t'as pas une bonne génétique. » Il va te trouver n'importe quelle raison pour justifier ta question qui est très vague. Fait qu'au lieu de te poser des questions dont la réponse ne va pas t'aider, pose-toi toujours des questions dont la réponse va t'aider.
Fait qu'au lieu de dire pourquoi, change tout le temps tes questions pour comment. Donc, échange toujours le pourquoi avec un comment. Fait qu'au lieu de dire pourquoi j'ai échoué, tu pourrais te demander comment j'aurais pu faire pour arriver à objectif X. Puis si tu veux que ça soit encore plus puissant, ajoute 100, puis là, insère l'élément dans ta vie que tu ne veux pas compromettre. Fait que souvent, le monde, ils veulent atteindre un objectif, mais ils sont pas prêts, par exemple, à manger différent de leur famille. Ils sont pas prêts à ne pas aller au restaurant quand que les beaux-parents nous invitent. Ils sont pas prêts à ne pas faire comme tout le monde quand ils vont au chalet annuel, whatever. Tu sais, comme il y a des choses qui sont pas prêts à éliminer. Ou je suis pas prêt à éliminer mon dessert du vendredi soir. Peu importe. Fait que là, si tu te poses la question, au lieu de te dire pourquoi je suis pas capable, ben la raison pourquoi tu n'es pas capable, c'est parce que tu veux pas manger différent de ta famille, c'est parce que tu veux pas couper ton dessert. Au lieu de te dire ça, tu peux te dire comment je pourrais faire pour atteindre mon objectif sans éliminer ça. Puis c'est là que les solutions vont venir. C'est là que les solutions simples, des fois, comme « Hey, ben regarde, je vais mieux tracker mes calories. Mon dessert du vendredi soir, je vais l'acheter déjà tout emballé, fait que je sais exactement ce que ça contient. Je vais m'assurer d'ajuster tout le reste de, mettons, ma journée du vendredi puis du samedi pour que mon dessert du vendredi soir fitte dans mes calories. » Donc, comme tu as trouvé une solution. Mais si tu te dis pourquoi j'y arrive pas, puis que là après ça, c'est comme ben c'est parce que tu manges comme un cochon. Ben c'est ça que ton subconscient va te dire. Il va te dire c'est parce que tu manges comme un cochon. Mais c'est pas la réalité en fait. C'est juste parce que tu as posé une mauvaise question. Fait que pose une meilleure question, tu vas trouver des solutions. T'sais. Puis si tu te mets toujours en mode solution comme ça, tu vas voir les choses vont être faciles. Puis je te dis pas que du jour au lendemain, tu vas atteindre des objectifs impensables. Mais si à chaque jour, pendant des semaines, des mois, des années, tu adoptes cette manière de penser-là, tu vas toujours trouver des solutions à tous les problèmes. C'est ça qui va t'amener où tu veux dans n'importe quelle sphère de ta vie. T'sais. Fait que utilise les bonnes questions, ça va probablement t'aider énormément. Okay? Puis souviens-toi que l'échec, c'est impossible tant que tu n'abandonnes pas. Fait que mets-toi jamais en mode échec. Okay? Mets-toi en mode ça va aller plus tard. Fait que j'espère que ça t'a satisfait comme question. Jonathan. Dernière question. Jessica, une autre cliente, GB. Depuis combien de temps tu t'entraînes sérieusement? Ça fait 9 ans, mais depuis le 6 juin, avec mon super coach, et j'ai appris que je m'entraînais pas sérieusement avant d'avoir mon plan. Objectif 12 mois, c'était une perte de 50 livres. Là, on est à moins 15 livres et moins 14 cm de tour de taille depuis le 6 juin. Depuis le 6 juin. Good job. Obstacle principal, les restaurants, événements sociaux liés au travail, souper de famille, etc. Donc, c'est quoi ta question? En fait, on a plusieurs questions ici. Okay. Donc, je vais commencer par la question liée aux restaurants, événements sociaux puis tout ça parce que c'est ton obstacle principal. Première chose que je veux dire, c'est que tu fais déjà quelque chose de bon parce que tu as perdu 15 livres en 2 mois. Et 14 cm de tour de taille en 2 mois. Donc, même si tu as cet obstacle-là, ça va très bien. Et puis, peut-être que tu n'aurais même pas besoin de mettre en place ce que je vais te dire. Puis tu pourrais atteindre tes objectifs. Parce que, tu sais, on s'entend, les restaurants, événements sociaux liés au travail, souper de famille, c'est juste une petite portion de ton quotidien. Fait que, tu sais, ce que tu fais à date partout ailleurs, ça semble productif. Et peut-être que tu n'aurais même pas besoin de mettre en place ce que je vais te dire, mais je vais te le dire pareil. Donc, la question, comment peut-on calculer les macros lorsque les autres serveurs, serveuses ou les restaurants ne précisent pas les macros? Tu sais, je te dirais, première chose, c'est que tu fais du mieux que tu peux dans l'environnement que tu as. OK? Fait que c'est sûr et certain que, mettons un exemple de restaurant, mais quand tu es au restaurant, tu peux choisir ce que tu veux sur le menu. Fait que je te dirais que la manière la plus facile serait de faire des choix de choses pas trop complexes, tu sais, qui ne comportent pas trop d'aliments tout mélangés parce que c'est plus facile de voir qu'est-ce que tu manges puis peut-être d'ajuster les portions en conséquence, tu sais. Fait que je te dirais des choix simples plus l'expérience. Fait que tu sais, l'expérience, tu sais, si tu fais le suivi de tes macronutriments, ces choses-là, tu sais, que tu sais que, une tasse de riz, ça équivaut à peu près à ça de grammes de glucides, puis une tasse, ben je le vois dans mon assiette à tous les jours, je le sais c'est quoi la grosseur. Mais quand tu vas au restaurant,
puis qu'ils te servent du riz, mais que tu le vois que comme hey, c'est 4 tasses de riz qui me servent, comme mange-le pas au complet. Fait que tu vas être capable plus de portionner ce que tu manges dans ton assiette, que ça fasse du sens, versus si tu achètes des choses qui sont super complexes, mélangées, de la fine gastronomie, ben là, des fois, ça devient littéralement impossible là, à faire le suivi. Fait que si tu es capable de demander des choses simples, c'est sûr que ça va t'aider énormément. Fait que choisir, par exemple, une viande et non pas un risotto avec des saucisses, tu sais, parce que là, ça devient impossible. Mais tu sais, si tu choisis, mettons, un steak de 8 onces, ben tu sais, comme peut-être que tu en manges du steak de 8 onces au quotidien, pas au quotidien, mais souvent, fait que tu le sais déjà, ben c'est à peu près 7 grammes de protéines, 7 grammes de lipides. Après ça, tu demandes un accompagnement, par exemple, mettons, une patate au four. Ben tu sais, une patate, normalement, tu saurais déjà à peu près combien de glucides ça contient. Si c'est pas une patate qui est farcie avec plein d'affaires, ou tu demandes d'avoir les autres choses à part, tu sais, comme par exemple, hey, je vais prendre la patate au four, mais la crème sûre, le whatever que tu veux mettre dedans, tu peux-tu me l'apporter à part, tu sais, fait que là, c'est plus facile de portionner tes affaires. Fait que je te dirais, au restaurant, c'est un peu ça, quand tu vas manger chez les gens, moi, ce que je dis, on a des clients, des fois, qui arrivent chez les gens, puis littéralement avec leur plat. Moi, personnellement, j'ai jamais fait ça. J'ai tout le temps voulu être un bon invité, puis tu sais, juste comme être poli, puis manger ce qu'on me donne. Je dis pas que c'est impoli, si la personne nous connaît bien, ça peut être correct, là, mais bref. Tu sais, c'est à quelle fréquence que ça l'arrive. Tu sais, si ça l'arrive une fois par 2 semaines, penses-tu vraiment que, mettons, tu manges juste 3 repas par jour, 3 fois par jour, mais tu sais, 21 repas par semaine, 42 sur 2 semaines, penses-tu vraiment qu'un repas, si tu fais moindrement des choix qui font du sens, sans te gaver puis tomber dans l'extrême, même si tu n'as pas suivi tes macros pour ce repas-là, ça va rien changer. Okay? Fait que c'est ce que je te dirais, mais tu sais, déjà, ce que tu fais partout ailleurs, ça fonctionne bien. Tu sais, c'est ça, c'est d'être capable d'être structuré, de porter attention à ce qu'on fait, d'être méthodique partout où est-ce qu'on peut. Okay? Donc, voilà pour cette question-là. Prochaine question. Meilleures astuces pour augmenter ses charges au gym? Je dirais, la meilleure chose, c'est premièrement, fais toujours valider ton exécution d'exercice avec ton coach. Tu veux être capable que ta première répétition qui est facile sur une série et ta dernière qui est extrêmement difficile soit un copier-coller tant au niveau de l'amplitude de mouvement que de la vitesse d'exécution, donc du tempo. Fait que filme ça, envoie-le à ton coach va te faire un voice-over puis il va tout te dire exactement qu'est-ce qu'il y a à corriger là-dessus. Une fois que tu es capable d'être constant dans ton exécution d'exercice, la deuxième chose, c'est l'intensité. Donc, comment proche de ton maximum est-ce que tu veux? Ce que je te dirais, c'est que une fois de temps en temps, assure-toi vraiment de te rendre à l'échec complet où est-ce que tu reproduis exactement la même exécution, mais tu es capable de te rendre au point où est-ce que la vitesse de contraction va ralentir significativement. Puis moi, ce que j'utilise toujours pour être capable de vraiment déterminer c'est quoi ce qu'on appelle un RIR de 0, c'est-à-dire Rep in Reserve de 0, il restait 0 répétition possible à faire après ta dernière, c'est la règle du 5 secondes. Où est-ce que je vais dire, quand tu fais ta phase concentrique, où est-ce que tes muscles se raccourcissent, okay, se contractent. Par exemple, sur un squat, ça va être sur la montée, où est-ce que tes quadriceps, tes fessiers vont se raccourcir pour permettre l'extension du genou, l'extension de la hanche. Donc, quand tu es capable quand tu vois un ralentissement significatif, compte combien de temps que ça te prend à faire ta contraction en essayant d'aller le plus vite possible. Puis tu vas voir, plus tu es proche de ton max, plus la vitesse devient incontrôlée. Ce que je veux dire, c'est que ça ralentit sans que tu le veuilles. Puis la règle du 5 secondes, c'est que si ta rep te prend moins que 5 secondes à compléter, malgré un effort maximal, essaye une autre répétition. Okay? Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que, disons, à 2 répétitions en réserve, tu vas passer d'une contraction qui est peut-être de moins d'1 seconde à 1 seconde et demie, 2 secondes. Une répétition en réserve, des fois, ça peut aller à, mettons, 3 secondes. 0 répétition en réserve, ben là, c'est là souvent là, que ça shake, là, puis ça va prendre là, 3, 4, 5, 6 secondes. Fait que règle générale, si c'est moins que 5 secondes, je vais toujours essayer une autre répétition. Okay? Puis par expérience, quand on met ça en place, qu'on dicte cette règle-là puis que les gens la suivent, souvent ils vont faire 5-6 répétitions de plus que ce qu'ils pensaient. Fait que là, un coup que tu es capable de déterminer c'est quoi ton RIR 0 sur un exercice, à quelle charge, pour quel nombre de répétitions, à cette charge-là, combien de répétitions tu es capable de faire, ben là, c'est que tu t'assures de toujours t'entraîner
entre 3 à 0 répétitions en réserve. Okay? Sur les exercices plus pour l'hypertrophie. Je te conseille pas de te rendre à l'échec musculaire sur un squat, sur un deadlift pesant, mais sur des machines ou des mouvements plus d'isolation, il n'y a aucun problème. Fait que garde en tête la règle du 5 secondes, OK? Puis ça, c'est pour déterminer ton max. Puis un coup que tu le sais, ben assure-toi d'être tout le temps à moins de 3 à 0 répétitions en réserve sur tes séries de travail. OK? Je dis pas du tout qu'il faut que tu te rendes à l'échec musculaire à chaque série. Pas du tout. En fait, tu devrais te rendre à l'échec musculaire maximum une série par exercice, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu pourrais ne jamais te rendre à l'échec musculaire et quand même progresser tant que d'une fois à l'autre, tu es capable d'augmenter tes charges. Fait que là, quelles sont les meilleures astuces pour augmenter mes charges? Ben dans le fond, c'est ça. Entraîne-toi suffisamment fort. Puis garde tout le temps en tête garde tout le temps en tête la progression minimale continue. Fait que tu sais, augmente toujours ce que tu es capable de faire d'un minimum, mais de manière continue. Okay? Ça peut être juste une rep de plus que la dernière fois. C'est une progression. C'est pas obligé d'être les charges à chaque fois. Ça peut être tes répétitions. Que tu as des séries de 8 à 10 que tu fais, puis que là, tu as augmenté ta charge, mais là, tu fais des séries de 8. Mais là, si tu fais 9, 10 à ton prochain workout, c'est une amélioration. Puis après ça, quand tu augmentes ta charge, augmente-les du minimum possible. Donc, des fois, c'est plus challengeant quand c'est pas des machines. Par exemple, avec des poids libres, si tu utilises des petits poids, là, tu peux peut-être t'acheter des, ils appellent ça en anglais fractional plate. Fait que c'est des petites plaques. Dans le fond, c'est comme des aimants que tu colles sur ton dumbbell. Tu peux avoir des aimants de 1/4 de livre, une demi-livre, une livre, etc. Ça te permet de progresser même sur des dumbbells de 15. Donc, c'est pas mal ça, je peux te dire. Puis sinon, tes autres questions? Comment on fait si on part en voyage un mois puis qu'il n'y a pas de gym pour progresser? OK. Fait que, écris à ton coach. Encore une fois, c'est ça qu'on fait. On est des experts pour ça. Fait qu'on va regarder, as-tu accès à quelque chose? Si oui, si c'est le cas, on va s'adapter selon ce que tu as accès. Si tu n'as pas accès à rien, peut-être qu'on va te suggérer, regarde, tu peux acheter telle affaire, ça coûte 30$, 40$, 50$, puis ça va te permettre de faire plusieurs exercices là-bas. Donc, on va t'ajuster ça, aucun problème. Ça fait partie de ce qu'on fait. Je n'aime pas jamais d'écrire à ton coach. OK? Puis, encore une fois, ta question, comment ça fonctionne pour les entraînements one-on-one à Prévost? C'est pas à Prévost en passant, c'est à Piémont. Écris à ton coach, puis il va t'envoyer le lien pour réserver ça, là, sans problème. Donc, j'espère que ça répond bien à ta question.